Je m'appelle Basile, j'ai 32 ans. Je suis un ingénieur logiciel de Boston qui pensait autrefois que la famille signifiait un soutien inconditionnel. Cette illusion s'est brisée net lorsque j'ai reçu le SMS de mariage de ma sœur Elisa, tu n'es pas invité au mariage. Au revoir, minable. Pire encore, ma mère Catherine a ajouté un emoji cœur, signifiant son accord. Après des années passées à financer leur style de vie, j'ai simplement répondu, parfait. Alors, je retire mes virements du compte. Ils ont ri dans notre discussion de groupe, se moquant de ma menace vide de sens. Au matin, leur amusement s'est transformé en panique. Avant de poursuivre cette histoire de trahison et de rédemption, dites-moi d'où vous regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour voir comment j'ai transformé le rejet ultime de ma famille en la prise de conscience qu'ils n'attendaient pas. J'ai grandi dans une modeste maison en briques à Dorchester, à Boston. Notre famille n'était pas riche, mais nous avions les uns les autres. Mes souvenirs d'enfance sont remplis de l'odeur du rôti du dimanche de maman, du rire chaleureux de papa pendant les matchs des Patriots, et de la petite main d'Elisa dans la mienne, alors que nous explorions notre quartier. Nous n'étions pas seulement frères et sœurs. Nous étions les meilleurs amis et confidents l'un de l'autre. 2 ans plus jeune que moi, Elisa avait ses yeux noisettes brillants qui se plissaient lorsqu'elle riait. Et je m'étais donné pour mission personnelle d'entendre ce rire tous les jours. Quand j'avais 12 ans et Elisa 10 ans, le mariage de nos parents s'est effondré sous le poids du stress financier et du ressentiment croissant. Le divorce n'était pas que de la paperasse. Ce fut un tremblement de terre qui a reconfiguré tout notre paysage familial. Papa a déménagé à travers 3 États pour une opportunité d'emploi. Sa présence s'est réduite à des appels téléphoniques le week-end, qui sont progressivement devenus mensuels, puis uniquement lors des vacances. Maman Catherine est soudainement devenue nos 2 parents, travaillant des doubles équipes en tant qu'administratrice d'hôpital pour maintenir nos vies à peu près stables. Le véritable changement est survenu quand j'ai eu 15 ans. Maman a rencontré Richard, un consultant financier dont les costumes sur mesure et la voiture de luxe allemande annonçaient le style de vie confortable qui avait échappé à notre famille pendant des années. Leur romance éclair a culminé avec un mariage qui a coûté plus que nos dépenses annuelles. Soudain, nous avons déménagé de notre modeste maison de ville à la vaste propriété coloniale de Richard à Brooklyn, avec piscine chauffée et jardin paysager. Bien que notre adresse ait changé, quelque chose de plus fondamental a également basculé. Maman et Elisa ont adopté ce nouveau style de vie avec enthousiasme. Elles ont adopté les vêtements de créateurs, les adhésions à des clubs de golf et les événements sociaux avec les amis bien connectés de Richard. Moi, je me suis retrouvé plus attiré par l'informatique, codant tard dans la nuit. Je trouvais du réconfort dans le monde logique de la programmation, où l'effort se traduisait directement en résultats. Malgré la distance croissante entre nos intérêts, Elisa et moi avons maintenu notre lien au cours de ses premières années d'adolescence. Je me souviens de lui avoir appris à faire du vélo dans notre nouveau quartier, de son expression déterminée alors qu'elle vacillait dans la rue, refusant de me laisser tenir la selle plus longtemps que nécessaire. Quand un gamin riche de sa nouvelle école s'est moqué de son accent de Boston, j'ai passé des heures à l'aider à pratiquer la prononciation, tout en la rassurant sur le fait que sa voix était parfaite telle qu'elle était. Nous avions aussi notre langage secret. Une combinaison de mots inventés et de signaux manuels qui confondaient nos parents et nous donnaient notre monde privé. Zamboni signifiait que nous devions parler en privé. Flippergibi était notre code pour se sentir triste, mais ne pas vouloir le montrer. Une rapide traction sur le lobe de l'oreille signifiait « je te soutiens sans dire un mot ». Le divorce avait créé une mentalité de tranchée, nous contre le monde. Quand maman travaillait tard, avant que Richard n'entre dans nos vies, je préparais le dîner pour Elisa, l'aidant ensuite avec ses devoirs. Quand elle faisait des cauchemars, c'était vers ma chambre qu'elle courait, pas celle de maman. Je lui tenais la main pendant les orages et je la coachais pour ses présentations scolaires. Ce n'étaient pas des fardeaux. C'étaient les fils qui tissaient notre relation fraternelle en quelque chose de spécial. Les candidatures universitaires ont marqué le début de la véritable séparation. Je me suis concentré sur des programmes d'informatique offrant de solides opportunités de bourse, comprenant que même avec Richard dans le tableau, je voulais mon indépendance financière. Pendant ce temps, Elisa visait des universités privées exclusives, dotées de prestigieuses connexions sociales. Maman et Richard encourageaient ses ambitions. Alors que mes choix pratiques suscitaient des sourcils levés lors des dîners de famille, quand j'ai reçu une bourse partielle du MIT, j'ai quand même dû travailler presque à temps plein pour couvrir les frais de scolarité restants et mes dépenses de subsistance. Malgré mes propres difficultés financières,
Quand Elisa s'est inscrite dans une faculté de lettres coûteuse dans le Vermont, j'ai automatiquement mis en place un virement mensuel pour l'aider avec ses livres et son argent de poche. Ce n'était pas une somme énorme, 300 $ provenant de mon emploi en informatique sur le campus et de mon travail le week-end dans un magasin de réparation de technologie locale. Mais cela représentait d'innombrables heures de travail. Notre première vraie dispute concernant l'argent a eu lieu durant sa 2e année. Elle a appelé pour demander 1000 $ en urgence pour un voyage de vacances de printemps à Canquin avec ses nouvelles sœurs de sororité. Quand j'ai expliqué que je ne pouvais pas me le permettre tout en payant mon propre loyer et mes frais de scolarité, sa réponse m'a sidéré, « Mais tu es si bon avec les ordinateurs. Tu ne peux pas juste faire apparaître de l'argent ou quelque chose comme ça ?» Richard dit que les gens de la tech roulent sur l'or. Ce voyage est vraiment important pour ma position sociale. Cette conversation a révélé à quel point nos mondes étaient devenus déconnectés. Néanmoins, voulant maintenir notre relation, j'ai créé un compte familial commun où je déposais une partie de mes gains chaque mois, ostensiblement pour les urgences, les cadeaux familiaux et les dépenses partagées. Maman, Richard et Elisa étaient tous sur le compte. Un geste de confiance et un engagement continu envers notre lien familial, malgré les différences croissantes dans nos valeurs. Ces années universitaires m'ont appris quelque chose d'important sur la famille, que l'amour signifie parfois de continuer à être présent, même lorsque la relation devient de plus en plus unilatérale. Je me suis accroché au souvenir de la main de ma petite sœur dans la mienne, espérant que le cœur de notre connexion survivrait à la transformation de notre dynamique familiale. Après avoir obtenu mon diplôme avec mention du MIT, j'ai rejoint une start-up technologique prometteuse développant des solutions innovantes de paiement mobile. La culture d'entreprise était électrique, des esprits brillants travaillaient des journées de 18 heures, alimentés par la passion et les nouilles instantanées, convaincus que nous construisions la prochaine plateforme révolutionnaire. Mon salaire de départ était modeste, mais le paquet d'actions laissait entrevoir une richesse significative si nous réussissions. J'habitais dans un studio exigu avec des meubles d'occasion, investissant tout dans ce pari de carrière. 8 mois plus tard, notre investisseur principal s'est retiré et l'entreprise s'est effondrée du jour au lendemain. Soudainement au chômage, avec le loyer de Boston à payer et les prêts étudiants entrant en remboursement, j'ai fait face à ma première véritable crise financière. Maman a suggéré que je revienne dans la maison de Brooklyn, mais les conditions de Richard ont clairement indiqué que je ne serais pas le bienvenu à moins de contribuer de manière appropriée et de suivre leurs règles de la maison, bien que j'ai 23 ans. Au lieu d'accepter leur aide conditionnelle, j'ai pris 3 emplois contractuels simultanément, codage de jour pour une compagnie d'assurance, travail à distance le soir pour une start-up de la côte ouest, et support informatique le week-end pour des entreprises locales. Ces mois d'acharnement m'ont appris l'autonomie d'une manière que mon éducation n'aurait jamais pu. Je dormais seulement 4 heures par nuit, tout en construisant mon réseau professionnel et mes économies. La percée est arrivée de manière inattendue. Un contrat de correction de bugs a mené à une conversation avec un développeur senior qui a reconnu mon potentiel. En quelques semaines, j'ai rejoint son équipe dans une entreprise technologique établie, avec un salaire compétitif et des avantages sociaux complets. Mon approche innovante pour résoudre une vulnérabilité critique de base de données m'a valu une promotion rapide au poste de développeur senior, en moins de 18 mois. Bien que ma carrière ait prospéré, j'ai conservé mon style de vie modeste, je conduisais la même Honda fiable que j'avais depuis l'université, et je vivais dans un appartement confortable, mais sans prétention. Mes priorités étaient d'accumuler des économies substantielles, d'investir judicieusement et de continuer à aider ma famille, des valeurs qui entraient de plus en plus en conflit avec l'accent mis par ma famille sur le statut et les apparences. Mes arrangements financiers avec eux ont évolué à mesure que mes revenus augmentaient. Maman avait développé des migraines chroniques nécessitant un traitement spécialisé non entièrement couvert par l'assurance. J'ai donc mis en place des paiements mensuels automatiques sur son compte médical. Quand Elisa a obtenu son diplôme avec des prêts étudiants substantiels malgré la contribution de Richard, l'expérience de son école exclusive avait apparemment nécessité toutes les dépenses parascolaires possibles, j'ai discrètement pris en charge la moitié de sa dette. Le fonds de vacances familiales était une autre dépense importante. Chaque année, maman, Richard et Elisa planifiaient des voyages internationaux élaborés, croisières en Méditerranée, safaris africains, circuits asiatiques, avec l'entente que je contribuerais au tiers du coût. Curieusement, les invitations réelles à me joindre à ces voyages se matérialisaient rarement. Quand c'était le cas, les dates prévues entraient mystérieusement en conflit avec mes engagements professionnels inébranlables, ou bien les activités planifiées étaient centrées sur les relations d'affaires de Richard, avec peu de considération pour mes intérêts. Chaque mois, des dépôts substantiels s'écoulaient automatiquement de mon compte vers notre fonds familial partagé,
un cordon ombilical financier que je ne pouvais me résoudre à couper, malgré les preuves croissantes que mon rôle dans la famille était devenu principalement financier. Le fossé social s'est élargi lorsqu'Elisa a obtenu son diplôme et a décroché un poste dans une prestigieuse firme de marketing grâce aux relations de Richard. Son Instagram s'est transformé en une vitrine soigneusement organisée de cocktails sur les toits, de week-ends à Martha's Vineyard et de galas de charité, où elle côtoyait l'élite de Boston. Mes apparitions occasionnelles sur ces réseaux sociaux ont diminué, puis ont complètement disparu. Quand Elisa a présenté son petit ami, Harrison Whitfield, lors d'un dîner de famille, le contraste entre nos mondes est devenu douloureusement évident. Issu d'une éminente famille de banquiers avec de profondes racines en Nouvelle-Angleterre, Harrison dégageait la confiance polie de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question sa place dans le monde. Sa conversation était centrée sur les compétitions de voile, le domaine de sa famille à Cape Cod et les clubs exclusifs dont il était membre. « Et qu'est-ce que tu fais exactement avec les ordinateurs toute la journée, Basil ?» a-t-il demandé pendant le dessert, son ton suggérant qu'il s'informait sur un passe-temps exotique, mais quelque peu déplaisant. Avant que je ne puisse répondre au sujet de mon travail à la tête des protocoles de cybersécurité pour les grandes institutions financières, Elisa a bondi. « Oh, Basil répare les choses quand elles cassent. Un peu comme du support informatique, mais avec des problèmes plus compliqués, a-t-elle expliqué, simplifiant radicalement mon rôle d'architecte de sécurité en chef. Ça doit être épanouissant, a répondu Harrison, luttant clairement pour montrer de l'intérêt. Mon cousin a essayé le codage une fois pendant un programme d'été, mais il a trouvé cela plutôt fastidieux. Il est maintenant dans le capital risque, bien plus adapté à quelqu'un de son milieu. Ces dîners de famille sont devenus des exercices de retenue, alors que j'endurais des critiques subtiles sur tout, de mon choix de carrière à mes préférences vestimentaires. Maman et Richard échangeaient des regards lorsque je mentionnais ma récente promotion ou le succès d'un projet. Leurs félicitations semblaient superficielles, comparées aux éloges effusifs prodigués aux moindres réalisations professionnelles d'Elisa. Les signes avant-coureurs de leur ressentiment croissant sont devenus impossibles à ignorer. Une fois, arrivé en avance pour le dîner du dimanche, j'ai surpris Richard dans le bureau avec ses amis du club de golf. Le fils de Catherine. Oui, il fait quelque chose avec les ordinateurs. Assez réussi, je suppose, mais il manque de savoir-vivre pour les cercles de la bonne société de Boston. Un peu embarrassant lors des événements, honnêtement. Elisa, heureusement, a magnifiquement adopté notre style de vie. Plus douloureuse encore fut la réponse de maman, nous travaillons sur Basil. Il a toujours été le plus difficile, si résistant aux conseils. Dieu merci, Elisa comprend l'importance des relations et des apparences. Malgré ces révélations blessantes, j'ai continué d'essayer de maintenir notre relation familiale, envoyant des cadeaux d'anniversaire attentionnés, me souvenant des anniversaires importants et apportant mon soutien chaque fois qu'on me le demandait. Pour Noël, j'ai passé des semaines à programmer un cadre photo de famille numérique pour maman qui se mettait automatiquement à jour avec de nouvelles photos de famille, pour découvrir plus tard qu'il était caché dans un placard de chambre d'amis, ne correspondant apparemment pas à l'esthétique soigneusement conçue du salon. Le Thanksgiving précédent est devenu un tournant dans ma compréhension de mon statut familial. En arrivant à la maison, j'ai découvert une table élaborée dressée pour 20 personnes, des associés d'affaires de Richard et leur famille. Bien que je sois le fils de l'hôtesse, j'ai trouvé mon carton de nom à une table pliante dans le solarium attenant, avec les enfants de moins de 12 ans. Mon emplacement était une déclaration sans équivoque sur ma position dans la hiérarchie familiale. Quand j'ai demandé discrètement à maman au sujet du plan de table, sa réponse fut révélatrice. Basil, la famille de Harrison est là, et ils sont très exigeants concernant les conversations à table. Nous pensions que tu serais plus à l'aise loin de toutes les discussions d'affaires et sociales. Le message était clair. J'étais une source potentielle d'embarras, qu'il valait mieux garder loin des relations importantes. Cette nuit-là, en rentrant à mon appartement, j'ai réalisé à quel point notre dynamique familiale avait changé de façon spectaculaire. Le frère, qui avait été le héros et le protecteur de sa sœur, était devenu une relation gênante à gérer et à marginaliser. On accordait de la valeur à ma contribution financière, mais pas à ma présence ou à ma personnalité. L'annonce des fiançailles est arrivée par un courriel de masse plutôt qu'un appel personnel. Elisa Mercé et Harrison Whitfield sont ravis d'annoncer leurs fiançailles. La photo jointe les montrait sur le pont d'un yacht, la ligne d'horizon de Boston scintillante derrière eux, alors qu'Elisa affichait une bague en diamant qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. J'ai immédiatement appelé pour la féliciter, mais l'appel est tombé sur sa messagerie vocale. Mon SMS a reçu un bref « merci », tellement excité,
3 jours plus tard. Les invitations à la fête de fiançailles ont été envoyées à près de 200 personnes, la mienne étant ostensiblement absente. Après avoir attendu une semaine, j'ai finalement appelé maman. « Oh, Basile, je suis sûr que ton invitation s'est juste perdue dans le courrier », a-t-elle dit. Sa voix portait cette luminosité artificielle qui était devenue son ton standard avec moi. « Bien sûr que tu es invité. C'est au domaine Whitfield à Manchester by the Sea ce samedi. Tenue de soirée, bien sûr. Et Basile, s'il te plaît, porte ce costume bleu marine que nous t'avons offert pour Noël, pas tes choix habituels. » La fête de fiançailles a été un exercice de navigation dans l'exclusion sociale. Les serveurs circulaient avec du champagne et des amuse-gueules parmi l'élite de Boston, tandis que je me tenais maladroitement seul, ne reconnaissant personne. Quand j'ai finalement trouvé Elisa, entourée de ses sœurs de sororité, son accueil fut bref et distrait. « Basile, tu es venu. As-tu rencontré ? En fait, tout le monde est occupé en ce moment. On se rattrapera peut-être plus tard. » Elle était partie avant que je ne puisse répondre, disparaissant dans une foule de gens qui méritaient apparemment plus d'attention. Les parents de Harrison, Theodore et Margaret Whitfield, incarnaient la vieille fortune de Boston, posés, polis et subtilement intimidants. Quand maman m'a présenté avec empressement, leur évaluation a été immédiate et dédaigneuse. Le frère programmeur ? Oui. Theodore a hoché la tête, sa poignée de main brève. Harrison a mentionné que vous travaillez avec des ordinateurs. Mon assistant personnel gère les besoins informatiques de notre famille. Assez bon avec les problèmes de mail et autres. Malgré cet accueil glacial, j'ai fait de sincères efforts pour me connecter avec Harrison, croyant qu'il était important de trouver un terrain d'entente avec mon futur beau-frère pour le bien d'Elisa. Le trouvant seul près du bar, j'ai entamé une conversation sur son intérêt pour la voile, l'un des rares détails que j'avais glanés à son sujet. J'ai en fait appris à naviguer au programme de navigation communautaire sur la Charles, ai-je offert. Rien de comparable à ton expérience de course, mais j'ai trouvé cela vraiment paisible d'être sur l'eau. Harrison a semblé momentanément surpris par l'intérêt commun, et pendant 20 minutes, nous avons eu ce qui ressemblait à une conversation authentique sur les techniques de navigation et les lieux de navigation préférés le long de la côte du Massachusetts. Ce fut la plus longue interaction que j'ai eue avec un membre de la famille ce soir-là, et cela m'a rendu prudemment optimiste quant à une amitié potentielle avec mon nouveau beau-frère. Cette brève connexion a rendu l'exclusion subséquente de la planification du mariage encore plus confuse. Les discussions initiales avaient été centrées sur ce qu'Elisa décrivait comme une cérémonie familiale intime dans une église historique de Boston, suivie d'une réception pour les amis proches et la famille. Je pense à 60 personnes maximum, avait-elle dit lors d'une rare visite dominicale à mon appartement. Quelque chose de significatif plutôt que tape à accent grave-l'œil. Voulant soutenir cette vision, j'ai immédiatement offert une aide financière. J'aimerais contribuer à votre fonds de mariage. Peut-être que je pourrais couvrir le photographe ou les fleurs, ce qui serait le plus utile. Elisa avait semblé sincèrement touchée. C'est vraiment gentil, Basile. Laisse-moi parler à Harrison et déterminer où nous pourrions utiliser de l'aide. En quelques semaines, la cérémonie familiale intime s'est transformée en un événement extravagant de 3 jours, à mesure que les Whitfield s'impliquaient de plus en plus. La liste des invités est passée de 60 à 300 personnes. L'église historique de Boston a été abandonnée au profit du club de golf exclusif des Whitfield. La réception modeste est devenue un gala-cravate noir nécessitant une équipe professionnelle de planification d'événements. Mes offres d'aider avec des dépenses spécifiques sont restées sans réponse. Les réunions de planification se déroulaient à mon insu. Quand j'interrogeais maman sur les développements du mariage, ses réponses devenaient de plus en plus vagues. Oh, tout se met en place magnifiquement. Les Whitfield ont un goût tellement exquis. Margaret a vraiment pris Elisa sous son aile avec tout ça. Alors qu'Elisa se transformait en ce que ses demoiselles d'honneur appelaient affectueusement « Brizia », la mariée monstre, les attentes financières des membres de la famille ont augmenté en conséquence. Richard a mentionné nonchalamment au dîner que la famille Mercer couvrirait le dîner de répétition, un événement qui était passé d'un simple repas de famille à une affaire formelle pour 75 personnes, dans l'un des restaurants les plus chers de Boston. Nous contribuons tous de manière appropriée pour rendre cela spécial pour Elisa, a ajouté maman avec un regard appuyé dans ma direction. L'image de la famille est si importante lors d'événements comme celui-ci. J'ai déjà proposé d'aider, leur ai-je rappelé. Elisa ne m'a pas dit où ma contribution serait la plus utile. Eh bien, peut-être que quelque chose se présentera,
a répondu Richard avec dédain. Bien que la famille de Harrison gère la plupart des éléments significatifs, ils ont certaines normes. Tu comprends? L'orientation matérialiste de la planification du mariage éclipsait de plus en plus toute célébration authentique de la relation d'Elisa et Harrison. Les conversations tournaient entièrement autour des robes de créateurs, des sélections d'alcool haut de gamme, des fleuristes de célébrités et des invités représentant des relations sociales importantes. Pas une seule fois je n'ai entendu quelqu'un discuter des projets d'avenir du couple, de leurs valeurs partagées ou de la signification de l'engagement qu'ils prenaient. Une semaine avant le fatidique SMS de groupe, j'ai découvert via une notification bancaire que des retraits substantiels avaient été effectués à partir de notre compte familial partagé, celui que je finançais principalement pour les dépenses liées au mariage. Une enquête plus approfondie a révélé des paiements à un service de transport de luxe, des faveurs de mariage personnalisées et des dépôts pour l'hébergement des demoiselles d'honneur dans un hôtel 5 étoiles. Ce soir-là, j'ai appelé mon meilleur ami, Derek, cherchant une perspective avant d'affronter ma famille. Ils utilisent ton argent sans même te le dire, tout en t'excluant de tout, a résumé Derek. Mon pote, tu te rends compte que c'est complètement foiré, n'est-ce pas? Tu dois établir des limites sérieuses. Ils sont toujours ma famille, ai-je dit, la justification sonnant faible même à mes propres oreilles. La famille ne traite pas la famille comme un guichet automatique, a rétorqué Derek. À quand remonte la dernière fois que l'un d'eux t'a demandé des nouvelles de ta vie, de ton travail, de tes relations? Bon sang, savent-ils même ce que tu fais réellement pour gagner ta vie? Ces questions ont touché une corde sensible. À quand remontait la dernière conversation significative que j'avais eue avec l'un d'eux? Quand avait-il montré de l'intérêt pour ma vie au-delà des contributions financières? Décidant d'aborder la situation directement, j'ai envoyé un SMS à Elisa lui demandant de prendre un café pour discuter de mon rôle dans le mariage. Sa réponse initiale fut enthousiaste, suggérant que nous nous rencontrions dans un café près de son appartement. La veille de notre rencontre prévue, elle a annulé. Désolé, dégustation de gâteau d'urgence avec la mère d'Harrison. On se revoit bientôt. Aucune date alternative n'a été proposée. Mon SMS de suivi demandant spécifiquement des explications sur les dépenses du compte partagé est resté sans réponse. 3 jours plus tard, le message qui allait modifier en permanence notre dynamique familiale est arrivé. La notification est apparue un mardi soir, alors que je terminais l'implémentation d'un protocole de sécurité complexe pour un client majeur. Un nouveau message dans la discussion de groupe familial, maman, Richard, Elisa et moi. L'ouvrir a révélé un paragraphe d'Elisa qui a frappé comme un coup physique. Basile, après mûre réflexion avec Harrison et sa famille, nous avons décidé que tu ne recevrais pas d'invitation au mariage. Ton embarras lors des événements sociaux, tes sujets de conversation inappropriés et ton incapacité générale à t'intégrer à nos cercles créeraient des situations inconfortables pour des invités importants. C'est un événement de réseautage crucial pour la carrière de Harrison et ma future position sociale. Au revoir, minable. Le message était suffisamment choquant, mais ce qui a suivi était pire. Maman a immédiatement répondu avec un emoji cœur, Richard a ajouté, décision tout à fait compréhensible, princesse. Ta journée devrait être parfaite sans complications. Plusieurs émojis rieurs ont suivi des deux côtés. Ils prenaient activement plaisir à cette exclusion cruelle. J'ai fixé l'écran. La discussion de famille familière s'est soudainement transformée en peloton d'exécution. Mes mains tremblaient physiquement alors que les implications s'installaient. Après des années de soutien financier et émotionnel, après avoir aidé à élever Elisa pendant le divorce de nos parents, après avoir travaillé plusieurs emplois pour contribuer à son éducation, j'étais mis de côté parce que je risquais de les embarrasser devant des personnes importantes. Ma réaction immédiate n'a pas été de répondre émotionnellement. Au lieu de cela, j'ai méthodiquement commencé à examiner les relevés bancaires et les dossiers financiers, cataloguant systématiquement chaque contribution que j'avais faite à la famille au cours de la dernière décennie. Le total était stupéfiant, près de 200 000 $ en contributions directes, sans compter les cadeaux, les dépenses d'urgence et les paiements continus pour les traitements médicaux de maman et les prêts étudiants d'Elisa. Avec ces informations compilées, j'ai appelé Angela, une amie proche de l'université qui avait été témoin de la détérioration progressive de mes relations familiales. C'est plus que toxique, Basile, a-t-elle dit après que je lui ai lu les messages. Il ne s'agit pas seulement de t'exclure d'un mariage. C'est eux qui te disent exactement comment ils te voient, comme quelqu'un dont ils ont honte, dont la seule valeur est financière. Tu sais ce que tu dois faire. Si je réponds émotionnellement, ils vont juste l'utiliser pour justifier davantage mon exclusion,
ai-je raisonné à voix haute. Ils diront que je suis instable ou difficile. Alors ne leur donne pas de munitions, a conseillé Angela. Frappe-les là où ça compte réellement pour eux. Après avoir envisagé diverses réponses, j'ai tapé une seule ligne, parfait. Alors, je retire mes virements du compte. Meilleurs vœux pour votre journée spéciale. La réponse fut immédiate et révélatrice. Elisa a répondu la première. MDR. Peu importe, Basile. Tes petites contributions ne sont guère essentielles. La famille de Harrison couvre de toute façon tout ce qui est important. Maman est intervenue. Ne sois pas puéril, Basile. La famille a des responsabilités, indépendamment des sentiments personnels. Richard a ajouté, crise de colère classique quand tu n'obtiens pas ce que tu veux. C'est exactement pourquoi Elisa a pris la bonne décision. Au lieu d'engager une nouvelle conversation, j'ai mis mon téléphone de côté et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Au cours des 3 heures suivantes, j'ai systématiquement démantelé la structure de soutien financier que j'avais construite pour eux. J'ai annulé les virements automatiques vers le compte partagé. J'ai contacté ma banque pour retirer mon nom des comptes joints. Après avoir transféré ma partie des fonds, j'ai suspendu les paiements des prêts étudiants d'Elisa et du compte de dépenses médicales de maman. Après avoir calculé exactement combien j'avais contribué au-delà de ma juste part pour chaque compte, j'ai configuré des emails automatisés qui livreraient des enregistrements détaillés de mes contributions passées, ainsi que la notification de la fin du soutien. Ceux-ci étaient programmés pour être envoyés à 7 heures le lendemain matin, assez tôt pour qu'ils les voient avant de commencer leur journée, mais me laissant une nuit de réflexion ininterrompue. Cette soirée est devenue un voyage à travers l'histoire familiale, alors que je parcourais de vieilles photographies et des souvenirs. Un dessin au crayon qu'Elisa avait fait quand elle avait 8 ans, meilleur frère du monde, griffonné d'une écriture enfantine au-dessus de bonshommes allumettes se tenant la main. La lettre d'acceptation du MIT que j'avais montrée à maman avec tant de fierté, pour ne recevoir qu'un « c'est bien, chérie », distrait, alors qu'elle se concentrait sur l'essayage de la robe de bal d'Elisa. Vers minuit, mon téléphone a sonné. C'était oncle Frank, le frère de maman et le seul membre de la famille qui avait constamment montré un intérêt sincère pour ma vie. Contrairement à Richard, Frank avait bâti son entreprise de construction à partir de rien, comprenant la valeur du travail acharné et de l'authenticité. Je viens d'entendre parler de la situation du mariage par ta mère, a-t-il dit sans préambule. Elle essaie de tourner ça à son avantage, mais j'ai lu entre les lignes. Ça va, gamin? Pour la première fois depuis la réception du SMS, je me suis permis de reconnaître l'impact émotionnel. Pas vraiment, oncle Frank. Je pense que je me suis leurré sur ma place dans cette famille pendant des années. Tu as acheté leur affection et ça ne marche jamais, a-t-il dit sans détour. Catherine a changé quand elle a épousé Richard. Elisa a suivi son exemple. Mais tu es resté fidèle à toi-même et ça les rend mal à l'aise. Ça leur rappelle les choix qu'ils ont faits. Je les coupe financièrement, ai-je admis. Est-ce trop dur? Le rire d'oncle Frank ne contenait aucune trace d'humour. Dur serait de publier ces SMS pour que tous leurs amis UP les voient. L'indépendance financière n'est que des limites saines. C'est attendu depuis longtemps, si tu veux mon avis. Cette conversation a solidifié ma détermination à changer de façon permanente ma relation financière avec ma famille. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de respect de soi et de finalement reconnaître la nature unilatérale de notre relation. Alors que je m'endormais finalement vers 3 heures du matin, je ressentais une étrange combinaison de chagrin et de libération, le deuil de la famille que j'avais voulu, tout en me libérant de la famille qui existait réellement. À 7h15 le lendemain matin, j'ai rencontré Janet, ma conseillère financière, apportant une documentation complète des enchevêtrements financiers familiaux que je devais résoudre. Son comportement professionnel a brièvement flanché en examinant l'étendue de mes contributions unilatérales. Basile, je te conseille depuis 3 ans, et tu n'as jamais mentionné ces obligations familiales substantielles et continues, a-t-elle dit, fronçant les sourcils devant la feuille de calcul. Cela représente près de 30% de ton revenu annuel. Je considérais cela comme un soutien familial normal, ai-je expliqué. La justification sonnait creux même à mes oreilles. Il y a soutenir sa famille, et il y a se faire exploiter, a-t-elle répondu avec prudence. Ce sont des situations complètement différentes. Nous avons passé 2 heures à élaborer un plan de séparation approprié. Pour les comptes où mon nom apparaissait, nous avons documenté toutes les contributions précédentes avant de me retirer du compte. Pour les paiements en cours,
comme les dépenses médicales de maman et les prêts étudiants d'Elisa, nous avons calculé exactement quelle portion représentait ma juste contribution par rapport à ce qui m'avait été transféré de manière inappropriée. Janet a aidé à rédiger des lettres formelles expliquant exactement quels arrangements financiers changeaient et pourquoi, le tout dans un langage professionnellement neutre qui ne pouvait pas être écarté comme une réaction émotionnelle. Mon téléphone avait commencé à sonner sans cesse vers 7h30, mais j'ai laissé tout passer à la messagerie vocale pendant la réunion. À 9h, j'avais 23 appels manqués, 15 messages vocaux et 42 SMS. Les messages vocaux de maman sont passés de la confusion à la colère, puis à la panique. 7h32, Basile, appelle-moi immédiatement pour expliquer ces courriels ridicules. 8h05, ce comportement puéril est complètement inacceptable. Appelle-moi maintenant. 8h47, s'il te plaît, Basile, nous devons en discuter immédiatement. Il y a un terrible malentendu. Les SMS d'Elisa ont montré une progression similaire. 7h35, très drôle avec l'histoire du conte. La blague est finie. 8h10, tu ne peux pas être sérieux à ce sujet. Appelle-moi. 8h52, Basile, s'il te plaît. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Pouvons-nous parler? Ce n'est pas juste. Les messages de Richard étaient les plus révélateurs, montant rapidement jusqu'aux menaces. 7h40, comportement complètement non professionnel. Reconsidère immédiatement. 8h15, tu as des responsabilités envers cette famille, indépendamment des sentiments personnels. 8h58, si tu ne rétablis pas ces comptes immédiatement, il y aura de graves conséquences pour ta relation avec cette famille. Dernier avertissement. J'ai délibérément choisi de ne pas répondre immédiatement. Ce n'était pas une négociation ou une réaction émotionnelle qu'il pouvait ignorer. C'était l'établissement de nouvelles limites, qui auraient dû exister il y a longtemps. À 11h ce matin-là, les conséquences pratiques de ma séparation financière avaient commencé à cascader à travers leur façade sociale soigneusement planifiée. Mon courriel a sonné avec un message transféré d'Elisa. Le lieu du mariage menaçait d'annuler en raison d'un délai de paiement manqué. L'acompte non remboursable était apparemment remboursable après tout, lorsque le paiement subséquent n'était pas arrivé. Un SMS de maman comprenait une capture d'écran de sa compagnie de carte de crédit, refusant un paiement final pour les retouches de la robe de mariée d'Elisa, en raison du dépassement de sa limite de crédit. Sans mes contributions régulières pour compléter ses dépenses, son numéro d'équilibriste financier, géré avec soin, s'était effondré. Plus significativement, le père de Harrison avait apparemment commencé à poser des questions inconfortables sur le désarroi financier soudain. Un message vocal paniqué d'Elisa a révélé que Theodore Whitfield avait exprimé de sérieuses préoccupations concernant la responsabilité financière et la transparence, après avoir appris le problème de paiement du lieu de réception. En début d'après-midi, des membres de la famille élargie ont commencé à me contacter, ayant reçu des appels confus de maman cherchant des prêts d'urgence. Mon cousin Taylor m'a envoyé un SMS, que se passe-t-il avec tante Catherine? Elle vient de demander à papa 15 000 $ pour une urgence de mariage, mais elle n'a pas voulu expliquer les détails. J'ai maintenu le silence numérique tout au long de la journée, me concentrant sur le travail pendant que la situation se déroulait. À 6h30 ce soir-là, la confrontation inévitable est arrivée à ma porte. Maman, Richard et Elisa sont apparus sans prévenir à mon appartement, leurs expressions un mélange de colère et de désespoir. Nous devons parler, a annoncé Richard, tentant de me dépasser pour entrer dans l'appartement. Oui, nous le devons, ai-je acquiescé, bloquant l'entrée. Mais pas avec cette approche. Si vous voulez une conversation, nous pouvons nous rencontrer demain dans un lieu neutre, avec des points à l'ordre du jour clairs. Ce soir, ça n'arrivera pas. Tu as tout détruit, a pleuré Elisa, le maquillage strié de larmes. Les Whitfield remettent en question tout le mariage à cause de ta petite vengeance. Ce n'est pas une vengeance, ai-je corrigé calmement. C'est moi qui arrête un soutien financier volontaire après qu'on m'ait explicitement dit que je n'étais pas considéré comme de la famille, sauf pour mes contributions. C'était juste une blague qui est allée trop loin, a insisté maman, sa voix prenant le ton cajoleur qu'elle utilisait pendant mon enfance pour essayer d'aplanir les problèmes. Tu sais à quel point Elisa est stressée. Elle ne pensait rien de tout ça. L'emoji cœur que tu as ajouté suggérait que tu trouvais cela plutôt amusant, ai-je noté, tout comme la réponse de soutien de Richard. Mais nous pouvons discuter de tout cela demain après que tout le monde se soit calmé. Il n'y a rien à discuter, a tempêté Richard. Tu as des responsabilités envers cette famille.
Ta mère et ta sœur ont besoin de ton soutien. Non, ai-je dit fermement. Ce dont ils ont besoin, c'est de mon argent. Ce sont des choses entièrement différentes. Et après des années à être traité comme un distributeur automatique embarrassant, cet arrangement est définitivement terminé. Alors qu'il continuait de protester, j'ai fermé la porte avec un commentaire final. Chez oncle Frank, demain à 14 heures. J'apporterai les dossiers financiers complets. Apportez des explications honnêtes, ou ne venez pas, et cela deviendra notre nouvelle normalité. Leurs protestations ont continué depuis le couloir pendant près de 20 minutes avant qu'ils ne partent finalement. Cette nuit-là, j'ai dormi plus paisiblement que je ne l'avais fait depuis des années. Le poids du ressentiment non exprimé et de l'obligation unilatérale s'était enfin envolé de mes épaules. La modeste maison artisanale d'oncle Frank à Jamaïca Plain a fourni le terrain neutre nécessaire à notre réunion de famille. À ma demande, il avait organisé la présence de son amie de longue date Patricia, une thérapeute familiale, pour arbitrer la conversation. Le salon était aménagé avec une formalité délibérée, les chaises positionnées pour éviter que quiconque ne se sente acculé ou dominant dans l'espace. Maman, Richard et Elisa sont arrivés précisément à 14 heures, leurs expressions circonspectes. La présence autoritaire typique de Richard semblait diminuer, son costume de créateur incongru dans la maison pratique de la classe ouvrière de Frank. Maman avait clairement consacré beaucoup d'efforts à son apparence, croyant peut-être que la présentation pourrait d'une manière ou d'une autre influencer le résultat. Le plus révélateur était le comportement discret d'Elisa. La mondaine confiante était remplacée par quelqu'un qui semblait ne pas avoir dormi. « Merci d'être venu », a commencé Patricia après les présentations. Basile a demandé cette conversation médiatisée pour aborder les dynamiques familiales de longue date qui ont atteint un point de rupture. Nous allons établir quelques règles de base. Chaque personne aura un temps de parole ininterrompu. Nous nous concentrerons sur des comportements spécifiques plutôt que sur des jugements de caractère. Et tout le monde accepte de considérer des perspectives différentes des siennes. Pouvons-nous tous nous engager envers ces principes? Après des hochements de tête réticents de ma famille, j'ai ouvert mon ordinateur portable et l'ai connecté à la télévision de Frank, affichant une présentation soigneusement organisée. J'aimerais commencer par établir des faits plutôt que des émotions, ai-je expliqué. Cette première diapositive montre l'historique complet de mes contributions financières à notre famille au cours des 8 dernières années. Le vert indique les virements réguliers vers les comptes partagés. Le bleu représente l'assistance d'urgence. Le rouge montre les dépenses liées au mariage. Le total cumulé au bas de la feuille de calcul a provoqué des réactions visibles, la main de maman couvrant sa bouche, Richard se déplaçant inconfortablement, Elisa fixant le sol. Les diapositives suivantes contiennent l'historique des SMS et des courriels documentant la progression de notre relation familiale, ai-je poursuivi, affichant méthodiquement des dizaines d'échanges, montrant des réponses de plus en plus dédaigneuses à mes tentatives de connexion sincère, contrastant avec un engagement immédiat lorsqu'un soutien financier était nécessaire. Enfin, ai-je dit, affichant le SMS d'exclusion du mariage et les réponses subséquentes, c'est ce qui a provoqué ma décision de mettre fin au soutien financier. Non seulement l'exclusion elle-même, mais le plaisir évident que vous avez tous pris à livrer ce message. Richard a tenté de m'interrompre, mais Patricia lui a doucement rappelé les règles de base. Lorsque ma présentation s'est conclue, la pièce est restée silencieuse pendant près d'une minute entière. Elisa, aimerais-tu répondre en premier, a suggéré Patricia. Ma sœur a levé les yeux, sa confiance habituelle complètement absente. Je ne sais même pas quoi dire. Voir tout cela exposé comme ça. Sa voix s'est brisée. Le SMS de mariage était horrible. Je n'arrive pas à croire que j'ai écrit ces choses. Pourquoi l'as-tu fait, ai-je demandé simplement. Ce qui a suivi fut un effondrement que je n'avais pas anticipé. Elisa a éclaté en sanglots, révélant finalement un réseau complexe d'insécurité et de pressions externes qui s'étaient accumulées pendant des mois. La famille de Harrison m'a étouffé avec des attentes, a-t-elle admis entre deux sanglots, surtout sa mère. Elle scrute tout, mes amis, ma famille, mes antécédents. Elle a fait des commentaires sur le fait que tu étais de la nouvelle richesse, de la tech et comment cela pourrait mal se refléter sur leur réputation familiale. Donc, tu m'as sacrifié pour impressionner ta belle famille, ai-je clarifié. C'est plus compliqué que ça, a poursuivi Elisa. J'ai été jalouse de toi pendant des années, Basile. Tu as toujours été si sûr de toi. Tu n'as jamais eu besoin de leur approbation. Tu as construit ta propre vie, alors que j'essayais désespérément de m'intégrer dans ce monde qui ne m'accepte jamais vraiment.
Ce SMS était horrible. Mais il ne s'agissait pas vraiment de toi. C'était moi qui essayais de prouver ma loyauté envers leur hiérarchie sociale. Sa confession a déplacé quelque chose dans la dynamique de la pièce. Pour la première fois depuis des années, j'ai aperçu la petite sœur que j'avais protégée, plutôt que l'étrangère obsédée par le statut qu'elle était devenue. J'ai été terrible avec toi, a-t-elle conclu, me regardant directement pour la première fois. Après tout ce que tu as fait pour moi en grandissant, après tout ton soutien, je n'attends pas de pardon, mais je suis vraiment désolé, et je veux une chance de reconstruire ce qu'il reste entre nous. La réponse de maman s'est avérée plus difficile à obtenir. Initialement sur la défensive, elle a tenté de minimiser à la fois le SMS de mariage, juste le stress du mariage, et les années de distance émotionnelle. Nous avons tous été occupés par nos propres vies. Il a fallu l'intervention d'oncle Frank pour percer ces dérobades. Cathy, a-t-il dit, utilisant son surnom d'enfance. Tu te souviens quand nous étions enfants et que papa disait toujours que j'étais l'athlétique et que tu étais l'intelligente? Tu te souviens à quel point cet enfermement dans nos identités nous a fait du mal à tous les deux pendant des années? Tu fais la même chose à ton fils, sauf que tu as décidé que sa seule valeur est le soutien financier. Ce n'est pas vrai, a protesté maman faiblement. N'est-ce pas, a insisté Frank. À quand remonte la dernière fois où tu l'as interrogé sur son travail? Pas ce qu'il gagne, mais ce qui compte réellement pour lui dans ce travail. Quand l'as-tu présenté pour la dernière fois à tes amis avec fierté au lieu d'excuses? Quand l'as-tu défendu au lieu de te joindre à Richard ou Elisa quand ils en faisaient le souffre-douleur de la famille? La façade soigneusement composée de maman a finalement craqué. Je ne sais pas quand ça a changé, a-t-elle murmuré. Après le divorce, Basile était si compétent, si autonome. Elisa avait plus besoin de moi. Ou du moins, je le pensais. Puis Richard est arrivé et soudain, nous avons eu accès à ce monde dont je m'étais toujours senti exclu. Je me suis laissé prendre dans tout ça. Elle s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. Quelque part en cours de route, j'ai commencé à prendre ta force pour acquise. J'ai supposé que tu n'avais pas besoin d'attention ou de validation parce que tu avais l'air bien sans. Ce n'était pas juste. Peu importe ton indépendance, tu méritais une mère qui te soutenait. L'émoji cœur, ai-je demandé doucement. C'était inexcusable, a-t-elle reconnu. J'essayais de soutenir Elisa, mais j'aurais dû immédiatement dénoncer ce SMS comme complètement inacceptable. Je t'ai fondamentalement manqué en tant que mère à ce moment-là. La contribution de Richard à la conversation fut, comme on pouvait s'y attendre, égocentrique, se concentrant principalement sur l'image de la famille et les arrangements financiers. Patricia l'a habilement redirigé plusieurs fois, extrayant finalement une reconnaissance du fait que son traitement envers moi avait été peut-être inutilement dédaigneux, ce qui s'approchait le plus d'une excuse que sa fierté lui permettrait. Alors que la conversation de 4 heures approchait de sa conclusion, j'ai exposé mes conditions pour aller de l'avant. Je suis prêt à reconstruire des relations avec ceux qui sont sincèrement intéressés par le respect mutuel et la connexion authentique, mais certaines choses ne sont pas négociables. Premièrement, l'indépendance financière complète pour toutes les parties. J'honorerai des engagements spécifiques que j'ai pris, comme la portion des dépenses médicales de maman que nous avions convenu que je couvrirais, mais plus d'accès illimité à mes comptes. Deuxièmement, le respect est obligatoire. Fini les commentaires dédaigneux ou l'exclusion sociale. Troisièmement, j'attends un intérêt sincère pour ma vie, pas seulement pour ma contribution financière à la vôtre. Regardant directement Elisa, j'ai ajouté concernant le mariage. J'y assisterai si je suis invité sincèrement, non pas par panique financière, mais ma présence sera celle d'un frère qui valorise notre histoire et notre relation future potentielle, non pas comme un portefeuille pour résoudre votre crise budgétaire. Maman a tendu la main à travers la table basse pour prendre ma main, le premier contact physique sincère que nous avions eu depuis des mois. Je veux récupérer mon fils dans ma vie. Quoi que cela coûte. Elisa a hoché la tête à travers ses larmes. Moi aussi, et pas à cause de l'argent. Parce que tu es mon frère et que l'ancienne personne que nous étions me manque. Le sourire serré de Richard suggérait que son accord était plus pragmatique que sincère. Mais il a hoché la tête néanmoins. Alors qu'il se préparait à partir, Elisa est restée en arrière. Harrison t'a demandé de tes nouvelles hier, a-t-elle dit doucement. Il a dit que notre conversation sur la voile à la fête de fiançailles était la seule interaction authentique qu'il ait eue toute la nuit. Il voulait savoir si tu serais prêt à faire de la voile avec lui un jour. Son sourire était hésitant, mais sincère.
Je pense qu'il est soulagé d'avoir potentiellement un membre de la famille qui n'est pas obsédé par le statut. Cette révélation inattendue offrait la première lueur d'espoir fragile que quelque chose de positif pourrait émerger de cette confrontation douloureuse, non seulement avec ma famille d'origine, mais potentiellement avec les nouvelles connexions familiales se formant par le mariage d'Elisa. Le mariage qui a finalement eu lieu ressemblait peu au spectacle axé sur le statut initialement prévu. La liste des invités est passée de 300 à 80 personnes, se concentrant sur des relations sincères plutôt que sur des relations d'affaires. Le lieu est passé du club de golf des Whitfield à la cour de la Bibliothèque publique historique de Boston, élégante mais significative, car Elisa et Harrison partageaient un amour de la littérature. Plus important encore, mon rôle est passé de l'embarras exclu à celui de membre de la famille honorée. 3 semaines après notre réunion de famille, Elisa et Harrison sont venus à mon appartement avec une note manuscrite me demandant si j'envisagerais de faire une lecture pendant la cérémonie. The Road Not Taken, La route non prise, de Robert Frost, un poème qui avait une signification particulière dans notre enfance. Nous voulons que le mariage reflète ce qui compte réellement, a expliqué Elisa, avec une nouvelle authenticité dans la voix, pas ce qui impressionne les gens qui nous connaissent à peine. Les semaines précédant le mariage ont révélé un changement progressif, mais significatif, au sein de la famille de Harrison également. Libérée de la pression de devoir satisfaire aux normes sociales exigeantes de Theodore et Margaret Whitfield, Elisa a commencé à s'affirmer et à défendre sa famille. Étonnamment, cette fermeté lui a valu plus de respect de la part des parents de Harrison que ses tentatives précédentes de se conformer. Harrison lui-même s'est avéré plus complexe que ma première impression. Lors de notre excursion de voile sur la rivière Charles, il a avoué son propre malaise face aux attentes sociales de sa famille. J'ai suivi toutes leurs obsessions de réseautage parce que cela semblait plus facile que de me battre, a-t-il admis alors que nous naviguions autour d'une bouée. Regarder Elisa leur tenir tête récemment m'a fait réaliser que je les laissais dicter trop de ma vie aussi, y compris la façon dont je t'ai jugé lors de notre première rencontre. Le matin du mariage, je suis arrivé tôt à la bibliothèque pour trouver Elisa seule dans la chambre de la mariée, étonnamment calme alors qu'elle ajustait sa robe simple, mais élégante. Tu te souviens quand nous étions enfants et que je te faisais jouer au mariage avec mes animaux en peluche, a-t-elle demandé, souriant au souvenir. Tu insistais toujours pour changer les vœux traditionnels pour inclure des promesses de toujours avoir de la crème glacée dans le congélateur et de ne jamais faire manger de choux de Bruxelles à l'autre personne. Des fondations essentielles de tout mariage réussi, ai-je répondu, lui rendant son sourire. J'étais tellement concentré sur le mariage parfait que j'ai failli oublier la partie réelle du mariage, a-t-elle dit, soudainement sérieuse. Merci de m'avoir forcé à faire face à qui j'étais en train de devenir, même si c'était douloureux. Tu as probablement sauvé non seulement notre relation, mais aussi ma relation avec Harrison. Maman a fait sa propre tentative de réconciliation, arrivant avec une petite boîte bleue. Quelque chose d'emprunté, a-t-elle expliqué, l'ouvrant pour révéler les boutons de manchette de papa, ceux qu'il avait portés à son propre mariage. Je les ai gardés toutes ces années. Il voudrait que tu les portes aujourd'hui, alors que tu soutiens ta sœur. La cérémonie elle-même fut intime et sincère, un contraste marqué avec la performance qu'elle avait failli devenir. Lorsque j'ai livré le poème de Frost, j'ai surpris oncle Frank essuyant des larmes et j'ai remarqué Theodore Whitfield hochant la tête avec appréciation au vert sur le choix de la route la moins fréquentée. À la réception, j'ai fait un bref discours qui reconnaissait à la fois le passé difficile et l'avenir plein d'espoir de nos relations familiales. Les frères et sœurs ont un lien unique, ai-je dit, levant mon verre à Elisa et Harrison. Nous partageons une histoire qui nous façonne, des disputes qui nous renforcent et un amour qui nous soutient même à travers les moments difficiles. Elisa, nous avons parcouru une route compliquée pour arriver à cette célébration. Mais je n'échangerai notre voyage pour rien au monde. Cela nous a appris à tous les deux ce qui compte vraiment. Le processus de guérison s'est prolongé au-delà du jour du mariage. Notre premier Thanksgiving avec de nouvelles limites s'est avéré initialement maladroit, Richard glissant encore occasionnellement dans des commentaires condescendants, maman revenant parfois à d'anciens schémas de favoritisme. Mais ces moments étaient maintenant abordés directement plutôt que silencieusement endurés, créant un espace pour une interaction plus authentique. Des séances de thérapie individuelle et familiale sont devenues une partie de notre processus de récupération. Au cours d'une séance particulièrement puissante, maman a finalement reconnu à quel point ses propres insécurités l'avaient poussée à prioriser le statut et l'apparence, plutôt que la connexion authentique. J'étais toujours la fille boursière pauvre parmi des camarades de classe riche, a-t-elle admis. Quand Richard a offert l'entrée dans ce monde, je l'ai saisi à 2 mains, terrifié à l'idée de jamais revenir à me sentir inférieur.
j'ai projeté cette même peur sur mes enfants sans m'en rendre compte. La confiance s'est reconstruite lentement par des actions plutôt que des promesses. Elisa a commencé à appeler régulièrement juste pour prendre de mes nouvelles, montrant un intérêt sincère pour mes projets et ma vie. Maman a commencé à assister aux événements publics de mon entreprise, me présentant fièrement à ses amis sans qualificatif ni excuse. Même Richard, dans sa capacité limitée au changement, a commencé à poser occasionnellement des questions de fond sur mon travail. Le changement positif le plus inattendu est survenu dans ma vie personnelle. Avec l'énergie auparavant consommée par le drame familial maintenant redirigé, je me suis retrouvé ouvert à de nouvelles relations. Grâce à la cousine de Harrison, Emma, j'ai rencontré Sophia, une brillante ingénieure en architecture dont la manière directe et l'approche authentique de la vie se sont révélées immédiatement convaincantes. Notre premier rendez-vous s'est étendu du café au dîner, puis aux conversations de minuit sur tout, des innovations structurelles aux livres d'enfance préférés. 6 mois après le mariage, lors d'un dîner de famille célébrant l'anniversaire d'oncle Frank, j'ai amené Sophia pour rencontrer tout le monde. La regarder naviguer sans effort dans la conversation avec ma famille autrefois intimidante, maintenant considérablement humble par notre confrontation, a cristallisé à quel point les choses avaient changé de façon spectaculaire. Je n'aurais jamais rencontré Sophia si je ne m'étais pas affirmé, ai-je dit à oncle Frank alors que nous la regardions, en pleine conversation animée avec Elisa sur les matériaux de construction durable. Drôle de voir comment établir des limites a effectivement créé de l'espace pour de meilleures connexions. Pas drôle, a corrigé Frank. C'est exactement comme ça que ça doit marcher. Les relations saines ont besoin de fondations honnêtes. Tu as finalement cessé de construire sur des sables mouvants. Ce voyage a transformé tous les aspects de mes relations familiales. Ce qui a commencé par un SMS cruel a finalement forcé une confrontation qu'aucun de nous n'aurait pu gérer sans ce point de rupture. Le levier financier que j'ai appliqué n'était pas une punition. Il s'agissait de finalement exiger le respect que j'avais gagné grâce à des années de soutien et de loyauté. La leçon profonde que j'ai retenue est que la vraie famille n'est pas définie par l'obligation ou la dépendance financière. Elle est construite sur le respect mutuel, l'intérêt authentique et le soutien qui circulent dans toutes les directions. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire, à la fois pour vous-même et pour ceux qui vous ont tenu pour acquis, est de vous affirmer fermement dans votre valeur et de refuser d'accepter moins que le respect que vous méritez.